Bonjour, à tous et à toutes. Heu, alors on attend une petite quarantaine de personnes et vous êtes une quinzaine, donc on va se laisser, 2-3 minutes pour que l'ensemble des participants arrivent. Dans l'attente, moi je vais me présenter rapidement le projet renversé dans lequel s'inscrit ce troisième webinaire. Donc moi je suis Florie Delcourt, je suis chargée de communication chez Toerana Habitat, qui est une coopérative d'entrepreneurs du bâtiment, avec un axe fort sur l'éco-construction et l'éco-rénovation. On couvre toute la région Hauts-de-France et on est l'un des 9 opérateurs du projet renversé. Le projet renversé, c'est un projet financé par l'Union européenne, transfrontalier avec la Belgique, euh, qui vise à faire monter en compétence les professionnels du bâtiment sur les questions de rénovation efficiente, notamment au travers des thèmes du réemploi, des matériaux bio et géosourcés. Pour ce webinaire, vous dire que vous avez accès à un chat, un petit onglet qui s'appelle Conversation en haut, sur lequel vous pouvez adresser vos questions qu'on traitera à la fin des interventions d'Amandine et Damien. Je voulais aussi vous préciser qu'il y a Solène qui est avec nous pour faire la synthèse graphique du webinaire. Elle a déjà assuré les 2 premières et c'est top d'avoir à la fin un visuel qui reprend et qui synthétise les échanges. Et vous informez aussi qu'à la fin du webinaire, on vous demandera de prendre 3 minutes avant de quitter pour remplir un petit questionnaire d'évaluation de 3 questions sur le webinaire. Vous êtes 15. Amandine et Damien, je vous laisse peut-être vous présenter et puis commencer tout doucement à rentrer dans le thème qui est l'inventaire réemploi aujourd'hui. Super, merci beaucoup Florie. Oui, donc comme tu viens de dire, le thème d'aujourd'hui, c'est les inventaires. Donc l'objectif de la présentation, c'est vraiment de comprendre ce que c'est un inventaire pré-démolition, c'est comme ça que ça s'appelle en Belgique, et ce que c'est un diagnostic PEMD en France. C'est de savoir quand les faire, qui peut le faire et qu'est-ce qu'ils contiennent, et donc mettre aussi en avant les différences entre ce qui se passe en Belgique et en France. Donc le programme, on va rapidement expliquer l'intérêt de faire des inventaires, passer en revue la réglementation de laquelle découlent ces inventaires. Et puis en pratique, on va vraiment détailler ce que c'est le PMD en France et l'inventaire pré-démolition, qu'on appelle aussi inventaire réemploi en Belgique. On expliquera aussi, on vous montrera rapidement un projet dont on a déjà parlé dans les 2 webinaires précédents, mais le projet FCRBE, c'est juste pour vous rappeler, vous montrer un peu tous les outils qu'ils ont fait qui peuvent être utiles pour se lancer dans ce type de démarche. Et puis, on a une petite synthèse à la fin de ce qu'il faut retenir. Au niveau des présentations, Damien, je te laisse te présenter du coup. Bonsoir à tous. Donc, mon nom est Damien Revers. Je suis co-directeur de la coopérative d'économie sociale Retrival. Retrival, donc, c'est une coopérative qui travaille dans la gestion des déchets et qui travaille depuis maintenant une dizaine d'années dans la déconstruction sélective et le réemploi des matériaux de construction. Et donc, on a développé une certaine expérience ou quelques compétences aussi liées à la circularité des matériaux de construction, entre autres dans les inventaires, via notre bureau d'études Vescobel, et en finalité par notre plateforme de vente en ligne, oui, de matériaux de construction, Cornermat, tel que vous le voyez ici sur le slide. Je me permets juste de rajouter un petit oubli sur l'entrée du webinaire, pour signaler que ce webinaire et le projet renversé sont financés par la région Wallonne et par la région des Hauts-de-France. Voilà. Merci Damien. Et du coup, moi, c'est Amandine Dehenef. Je travaille chez Ressources, qui est la Fédération des entreprises d'économie sociale actives en économie circulaire en Wallonie et à Bruxelles. Donc, on fédère environ 75 entreprises qui ont des tailles variées et des objectifs variés. Elles travaillent sur différentes filières. Donc, il y a aussi bien des entreprises actives dans le textile que des entreprises qui reconditionnent des vélos. Enfin, il y a différentes filières, dont une filière matériaux de construction. Et donc, dans le cadre de cette filière matériaux de construction, on travaille sur le projet renversé.
Et Retrieval, que Damien vient de présenter, fait partie des membres de ressources avec d'autres acteurs tels que Bâtiterre et des matériothèques de matériaux de construction de réemploi qui sont mis en place dans des ressourceries. Pour commencer, du coup, pourquoi faire des inventaires? Damien, je te laisse expliquer la chaîne de valeur. Pour ceux qui étaient là au précédent webinaire et ceux qui sont un peu intéressés par la circularité des matériaux de construction, a priori, vous devez connaître la chaîne de valeur du réemploi. C'est vraiment le fil conducteur de tout ce qui est circularité des matériaux de construction en général et qui permet d'expliquer beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites et beaucoup d'écueils ou d'éviter des écueils dans le cadre de la mise en place de projets circulaires sur les matériaux. Et donc, évidemment, je vais expliquer rapidement cette chaîne de valeur. À partir du moment où on a un bâtiment sur lequel on veut démarrer une opération circulaire, mais avant tout, il faut inventorier. On va parler maintenant de ce que c'est réellement un inventaire. Il faut savoir ce qu'il y a dedans. Une fois qu'on a identifié ce qu'il y avait dedans, on va déconstruire. Ça veut dire qu'on va démonter les éléments qu'on veut préserver ou autres. Il faudra les reconditionner pour le transport. Il faudra les transporter, il faudra les stocker, il faudra les préparer pour le réemploi, il faudra probablement les référencer pour pouvoir les mettre en ligne, il faudra les vendre. Ouais, ça a coupé aussi chez moi. Ouais, Damien. Mais je peux reprendre le temps qu'il puisse se reconnecter. Enfin, du coup, pour compléter ce que Damien était en train de dire, quand on parle de réemploi, c'est hyper important de prendre en compte toute cette chaîne de valeur parce qu'il y a beaucoup de matériaux qui peuvent être réemployés en soi, mais qui permettent pas spécialement d'arriver à un équilibre financier au global parce que du coup, pour que ce soit viable et que ce soit réellement réemployé et que ce soit remis en œuvre, il faut que toutes ces étapes de la chaîne de valeur réemploi soient effectuées et qu'au final, il y ait quand même un équilibre financier à la fin. Et il ne faut pas non plus confondre un inventaire et un catalogue de matériaux de réemploi qui seraient mis en ligne. C'est deux choses différentes. Du coup, je reprends un peu les parties derrière. Normalement, je sais aussi les expliquer. Rapidement, au niveau de la réglementation, au niveau européen, il y a des textes qui apparaissent autour de cette question de faire des inventaires de réemploi. Donc, comme on peut voir, par exemple, le texte de 2018. Ah, voilà, je vois que Damien est là, mais je ne sais pas si c'est OK ou pas. Oui, OK, désolé, j'ai été éjecté en une fois, je suis désolé. pas de Je souci. je peux Ouais. reprendre. Donc la notion de circularité des matériaux est apparue réellement dans les réglementations européennes en 2015 avec le texte Closing the Loop. Ça a été un peu plus concrétisé en 2018 avec les guidelines qui ont été établis là. Donc, ces différentes directives doivent être transposées dans le droit des différentes nations, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs. En Belgique, c'est encore différent d'une région à l'autre et c'est pas fini, mais on reviendra plus dans les détails par après là-dessus. Ce qui est important, c'est de voir que c'est juste ça découle de la directive principale de 2008 qui réglait qui commençait à régler toute la problématique des déchets beaucoup plus générale. Je signale ici ces textes parce que ce sont des textes précurseurs et qui sont importants. Ceux qui ont vraiment le courage d'aller les lire, vous pouvez prendre les références dessus, mais c'est fastidieux évidemment. Alors la réglementation en Belgique, c'est déjà assez symptomatique et assez curieux de voir que les réglementations, les seuils, les manières, les contenus ne sont pas toujours réglementés de la même manière. Ça pose évidemment des soucis quand on veut faire circuler des matériaux d'une région à l'autre. Mais par exemple, en Flandre, l'inventaire est obligatoire à partir de 1000 mètres cubes. Donc un bâtiment, un volume de 1000 mètres cubes de non résidentiel ou 5000 mètres cubes de résidentiel. En Wallonie, actuellement,
l'inventaire ne se fait que sur base volontaire. Il y a un texte qui est en cours de préparation qui s'appelle l'AGOI, l'arrêté du gouvernement wallon, hiérarchie des déchets, qui a été lu et relu et consulté, mais qui n'est pas encore adopté au niveau du gouvernement, qui lui fixait une limite à 1000 mètres carrés pour le non résidentiel de mémoire. À Bruxelles, la réglementation n'est pas encore passée non plus, mais là, on passe à un seuil de 500 mètres carrés. Pourquoi des mètres cubes ou des mètres carrés, je sais pas, c'est comme ça. On verra plus tard que la réglementation française est encore différente et fixe d'autres critères seuils à partir desquels il faut faire un inventaire. Le type d'inventaire, la nature de l'inventaire, le contenu de l'inventaire et les personnes habilitées à faire l'inventaire peuvent varier encore d'une région à l'autre. Oui, merci. Du coup, en France, en fait, c'est beaucoup plus, entre guillemets, déjà réglementé. Donc, il y a une obligation de faire des diagnostics PEMD. Donc, PEMD, c'est pour produits, équipements, matériaux et déchets. Dans certains cas que je vais détailler par après. Ici, c'est juste pour vous montrer au niveau réglementation d'où ça vient. Donc, au départ, ça vient de la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, qui a transformé le diagnostic de base déchets en diagnostic PEMD. Puis cette loi, ça a été aussi entériné dans le Code de la construction et de l'habitation et aussi via un arrêté qui décrit en fait les modalités de ce diagnostic PEMD. Et donc concrètement, depuis le 1er juillet 2023, réaliser ce diagnostic est obligatoire dans certains cas. Et l'ensemble, on va dire, du processus est géré par le CSTB, donc le Centre scientifique et technique du bâtiment en France. Mais donc, on va détailler tout ça par après. Et alors, autour de nous, ça, Damien, je te laisse aussi expliquer. Ah, on ne t'entend pas. Je pense que ton micro est coupé. Excusez-moi. Donc, en Angleterre, le seuil à partir duquel il faut réaliser un inventaire n'est pas un seuil de surface ou de volume, mais de montant. À partir de 300 000 livres, l'inventaire est obligatoire. Au Luxembourg, l'inventaire déchets est toujours obligatoire, mais il est lié à un plan de gestion de déchets qui ne se fait a priori pas au même moment. Donc c'est aussi limitant. Aux Pays-Bas, il est obligatoire pour tout bâtiment de plus de 10 mètres cubes. C'est assez curieux aussi. Mais bon, voilà. Tout ça pour montrer que cette notion de seuil et cette notion d'inventaire n'est pas vraiment uniformisée au niveau européen pour le moment. Alors, comment ça se passe en Belgique, plutôt Wallonie et Bruxelles? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inventaire n'est pas obligatoire. Il se fait principalement sur base volontaire. Il y a un consensus qui n'est pas plus ou moins, enfin oui, on va dire plus ou moins un consensus que dans certains bâtiments, l'inventaire est requis, mais il y a certains bâtiments trop vieux ou qui ne contiennent pas ou trop vétustes qui ne nécessitent pas de faire un inventaire. Ils peuvent dépasser la limite de 1000 mètres carrés, mais s'il n'y a absolument rien à récupérer dedans, pourquoi gaspiller du temps et de l'argent à faire un inventaire? Et donc, on fait souvent la distinction entre ce qu'on appelle un quick scan et un audit réemploi ou un audit ou un inventaire réemploi. Et donc, le quick scan consiste à faire une visite très rapide du bâtiment pour dire ça vaut la peine de faire un inventaire ou pas. Donc, en fait, de nouveau, cette notion d'inventaire est liée à l'ambition du projet et à ce qu'on veut réellement faire, mais aussi est liée à la qualité du bâtiment qu'on inventorie, à la qualité des matériaux qui sont contenus dans ce bâtiment, qui peut être très, très, très variable. Ça nous arrive très souvent d'arriver dans un bâtiment où le potentiel client nous fait venir et après 10 minutes, on lui dit, écoutez, ça ne vaut pas la peine. Ici dedans, il n'y a rien. Ou il n'y a rien de démontable. Et ça, c'est une autre notion sur laquelle on va arriver un peu plus tard. Tu peux passer à la suite, je pense. Donc, l'objectif et l'ambition de l'inventaire peut être très variable à partir du moment où il n'est pas lié ou fixé à une réglementation. Ça a des avantages et des inconvénients, évidemment.
et peut être tributaire de ce que le maître d'ouvrage ou le propriétaire du bâtiment veut réellement faire. Euh, donc, on peut aller d'un audit très sommaire à un inventaire détaillé. En fonction de l'ambition, on essaye toujours de maximiser la quantité de matériaux récupérés. Le tout est de voir est-ce qu'on veut les récupérer sur le même chantier. Donc, est-ce que le maître d'ouvrage veut récupérer les matériaux pour les réincorporer et faire du réemploi in situ, ou est-ce qu'il veut juste baisser sa facture de démolition en espérant revendre des matériaux issus de la déconstruction? C'est rarement le cas, hein. On arrive rarement à avoir une opération qui est clairement rentable, clairement moins chère qu'une démolition, mais ça peut encore arriver. En fonction de l'ambition, évidemment, on peut clarifier le projet et pour l'inventoriste ou le diagnostiqueur en France, l'ambition peut fixer les limites de l'exercice réel. De nouveau, si on prend en compte la chaîne de valeur, c'est clair que identifier un matériau qui doit être réemployé sur site, quand on le glisse dans sa chaîne de valeur, le fait de le réemployer sur site, ça va entraîner moins de coûts, ou le stocker, le transporter, etc. Donc, ça peut valoir la peine de le récupérer parce qu'il est destiné à être réemployé sur site, alors que s'il était destiné à être réemployé à Marseille, ben, l'équilibre financier est beaucoup plus compliqué à atteindre et donc beaucoup plus difficile de mettre dans l'inventaire un matériau pour lequel l'équilibre financier ne sera pas atteint. Et donc l'ambition et les motivations du maître d'ouvrage peuvent être importantes dans le cadre de l'inventaire. Et donc, ici, en Belgique, en tout cas, et je pense que c'est la même chose dans tous les pays, l'inventaire réemploi doit être fait, devrait être fait le plus tôt possible dans le planning du chantier, même avant le design des plans, des plans définitifs s'il s'agit d'une rénovation, puisque le fait de pouvoir inventorier des matériaux pour qu'ils puissent être réutilisés sur site peut aider l'architecte à faire son plan de rénovation, ses plans de rénovation, pour pouvoir réincorporer ces fameux matériaux. Ce qui évidemment est très important et peut aider à maximiser le taux de réemploi dans le cadre d'une rénovation ou d'une démolition d'un bâtiment. Donc, à retenir le plus tôt, le plus tôt, le plus tôt possible, c'est vraiment le plus important. Oui, et le processus d'inventaire, tu peux continuer. Ok. C'est pas, le processus d'inventaire, évidemment, peut être itératif et on peut arriver à modifier un inventaire en cours de projet et en cours d'identification de matériaux qui pourraient être réutilisés sur site ou ailleurs. Alors, en Belgique, actuellement, qui peut faire l'inventaire? À nouveau, ça n'est pas réellement réglementé et un peu tout le monde peut le faire. De nouveau, ça a des avantages et des inconvénients. Selon nous, c'est intéressant que la personne qui fait l'inventaire soit à tout le moins, à tout le moins des compétences, un peu de compétences techniques, mais surtout que ce diagnostiqueur ou cet inventoriste ait une connaissance du marché. Trop souvent, on reçoit, nous, en tant qu'entreprise de déconstruction sélective ou de curage, on reçoit des inventaires de bureaux d'études, d'architectes ou autres, qui nous envoient, en fait, pas un inventaire, mais un catalogue. Donc, ils font un relevé de tous les matériaux qu'il y a dans le bâtiment, partant du principe que tous les matériaux sont potentiellement réutilisables. C'est évident qu'ils sont réutilisables. Mais il faut voir si c'est financièrement acceptable et si c'est réaliste. L'exemple qu'on donne toujours, c'est qu'une porte au 12e étage n'a pas la même valeur ni n'a pas à se retrouver dans un inventaire si on la compare à une porte au rez-de-chaussée, surtout s'il n'y a pas d'ascenseur ou de monte-charge ou autre. Le coût lié à la manutention de la porte qui est au 12e étage n'est trop important, peut-être, que pour récupérer réellement cette porte ou l'orienter réellement vers le réemploi dans une chaîne de valeur qui a évidemment des contraintes économiques. Le jour où il n'y aura plus ces contraintes économiques, ben, pourquoi pas, hein, les contraintes économiques peuvent être palliées par d'autres facteurs, mais ce n'est pas l'objet de la formation ici.
Donc, pour le moment, tout le monde peut faire un inventaire, mais il faut au moins quelques connaissances ou compétences liées à la technique, mais aussi liées au marché. Ça ne sert à rien de mettre dans un inventaire quelque chose qui ne se vend pas. Si personne ne va l'acheter, ça ne sert à rien. Il vaut peut-être mieux lui faire suivre une filière de recyclage ou autre, ou essayer de créer le marché. Mais le marché n'est pas encore suffisamment structuré que pour y voir très clair. Voilà. Euh, alors, la forme et le contenu des inventaires pré-démolition en Belgique, pour le moment, ne sont pas non plus réglementés, même si il y a un consensus ou quelque chose enfin, le projet FCRBE dont on vous parlera plus tard, qui fixe toute une série de contenus minimal. Après, il y a quand même du bon sens hein, sur ce qu'on met dans un inventaire. Le projet, enfin, le diagnostic PEMD est beaucoup plus structuré et beaucoup plus précis quant au contenu exact. Euh, Actuellement, il n'y a pas de canevas type, il y a des propositions, il y a des ébauches de propositions qui commencent à voir le jour, mais qui ne sont pas encore réglementées ou clairement réglementées jusqu'à maintenant. Donc, on peut mettre plein d'informations. Parfois, on a trop d'informations. Il y a la manière, c'est un autre sujet sur lequel on viendra probablement plus tard, c'est la manière de nommer ou de caractériser un objet, de comment, donc la grammaire qu'on va utiliser, mais aussi le vocabulaire qu'on va utiliser. Tout ça est très important pour pouvoir, par après, mettre ça dans des bases de données. Voilà. Super, merci. Du coup, on peut passer sur le diagnostic PEMD, donc en France. Donc, qu'est-ce que c'est le diagnostic PEMD? Ben, c'est un inventaire de tous les produits, équipements, matériaux et déchets qui sont générés lors d'une opération de rénovation, de démolition. Les objectifs d'un PEMD, c'est un peu semblable aux objectifs d'un inventaire déchets ou d'un inventaire réemploi. Dans tous les cas, c'est lister et caractériser l'ensemble des produits, équipements, matériaux, déchets qui vont être générés par cette opération et de préconiser des solutions optimales pour leur dépose, leur gestion et leur valorisation. Et l'idée avec le PMD, c'est de essayer de pousser au maximum l'économie circulaire et donc essayer de pousser le réemploi en fait faisant deux catégories, donc les produits, équipements, matériaux qui sont potentiellement réemployables et les déchets sont repris dans deux tableaux différents. Donc l'idée en faisant ça, c'est d'essayer de vraiment mettre en avant ce qui est réemployable. Donc comme j'avais déjà dit, c'est rentré en vigueur depuis juillet 2023. C'est obligatoire, mais dans certains cas, donc c'est obligatoire en cas de démolition, de rénovation significative et pour certains bâtiments. Je vais détailler ça dans les slides juste après. Concrètement, il y a 2 CERFA obligatoires. Alors pour moi qui suis belge, j'ai été voir ce que ça voulait dire vraiment un CERFA, mais donc c'est un formulaire administratif réglementé. Donc c'est juste pour dire qu'il y a 2 documents avec une structure fixée qu'il faut remettre sur une certaine plateforme qui sont à rendre. Il y a un premier document qui s'appelle le CERFA diagnostic, qui est à faire avant le chantier, et un certificat qui s'appelle récolement, qui est à rendre dans les 90 jours après la fin des travaux. Je vais aussi montrer en détail ces deux documents. Et donc, en fait, faire un diagnostic PEMD, vous allez devoir donner votre diagnostic PEMD pour tout nouveau dépôt de demande d'autorisation à l'urbanisme, pour des signatures de devis ou pour des passations de marché. Donc voilà, c'est un document qui va être utilisé dans ces différentes procédures administratives. Et donc, dans quel cas est-ce que c'est obligatoire? Donc, c'est obligatoire pour certains bâtiments ou ensemble de bâtiments. Donc, à partir du moment où il y a plus de 1000 mètres carrés de surface plancher nette, il faut faire un diagnostic PEMD. Dans le cas où, par exemple, il y a plusieurs bâtiments, mais c'est une seule opération. Donc, si on rénove, par exemple, un ensemble de logements, on va bien sûr sommer les différentes surfaces. Et donc, on ne peut pas dire, ah, ben, j'ai 10 maisons de 100 mètres carrés, donc c'est OK. Non, c'est 1000 mètres carrés, donc il faut faire le diagnostic. Ou alors, c'est aussi obligatoire pour les bâtiments qui ont accueilli certains types d'activités, comme une activité agricole, une activité industrielle ou commerciale, ou alors qui ont été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution de substances dangereuses.
Et donc, pour les bâtiments, on va dire avec les substances dangereuses, là, il n'y a pas de surface plancher minimale, quoi. Dès qu'ils rentrent dans cette catégorie-là de bâtiments qui accueillent certaines activités ou qui ont été en lien avec des substances dangereuses, alors il faut faire un diagnostic PEMD. Donc ça, c'est pour le type de bâtiment et c'est quand il y a des opérations de démolition ou de rénovation significative. On considère qu'il y a une démolition quand on démolit au moins la moitié de la surface plancher des bâtiments concernés. Et on considère qu'il y a une opération de rénovation significative quand on détruit, on remplace plus de la moitié d'au moins 2 des éléments de seconde œuvre qui sont mentionnés ci-dessous. Donc, les surfaces de plancher, les cloisons extérieures, les huisseries, les cloisons intérieures, les sanitaires et la plomberie, l'installation électrique, les systèmes de chauffage. Donc, à partir du moment où il y a plus de la moitié d'au moins 2 de ces éléments qui est changé, rénové, alors on doit faire un diagnostic PEMD. Donc, ça va assez vite parce qu'il faut se dire que, par exemple, si on est dans un bâtiment de bureau de plus de 1000 mètres carrés, mais on décide de rénover, de juste refaire toutes les installations sanitaires et de refaire l'installation électrique, il faut faire le diagnostic PEMD. Par contre, le diagnostic ne porte évidemment que sur ce qui va être rénové ou modifié. Donc, ça apporte, si on fait seulement les sanitaires et l'électricité, on fait le diagnostic sur les éléments qui sont en lien avec ces travaux-là et pas sur l'ensemble du bâtiment. Alors, comme j'ai dit, il y a deux phases principales dans le PEMD. Il y a la phase de diagnostic et la phase de récolement. Au niveau de la phase de diagnostic, les obligations du maître d'ouvrage, c'est de remplir le CERFA formulaire diagnostic, qui est donc le document officiel qui doit être transmis au CSTB. Mais en plus, il y a aussi une obligation de faire un rapport de diagnostic. On va dire le formulaire, c'est assez succinct. Mais en plus, il faut faire un rapport avec vraiment des plans de repérage, des photos, des préconisations de dépose, etc. etc. Dans le formulaire diagnostic CERFA, donc dans le CERFA, il y a 2 parties principales. Il y a une première partie d'information générale, donc c'est décrire l'opération, dire c'est qui le maître d'ouvrage, c'est qui le diagnostiqueur, où se situe le bâtiment. Et puis, il y a les 2 tableaux déclaratifs. Le premier tableau qui concerne les éléments, donc les produits, équipements et matériaux qui sont identifiés comme potentiellement réemployables. Donc là, vous remarquez qu'il n'y a pas le D. Au lieu de PEMD, c'est PEM, parce qu'en fait, le réemploi, ça concerne uniquement du coup les éléments qui restent des produits et qui ne passent pas par le statut de déchets. Donc, c'est pour ça que là, on parle des PEM et pas des PEMD dans ce tableau-là. Et dans le tableau 2, par contre, c'est tout ce qui concerne les déchets. Par contre, une petite astuce, c'est que ce que vous encodez dans le premier tableau, donc vous êtes dans votre bâtiment, vous dites « Ah tiens, ces carrelages-là, je pense qu'ils pourraient être réemployés. » Enfin, le diagnostiqueur, il a une expertise, donc il applique son expertise et il dit « Ok, a priori, ça pourrait être réemployé. » Il va devoir le noter dans le tableau 1. Mais par contre, comme on est encore dans du potentiellement réemployable, il doit aussi quand même tout encoder dans le tableau 2 déchets. Ce qui, pour moi, est un peu un double travail, mais en tout cas, dans la loi, c'est écrit de cette façon-là. Donc ici, on voit le document CERFA diagnostic. À gauche, vous avez un screenshot de la partie information générale. À droite, en fait, vous avez à chaque fois le document CERFA officiel et il y a aussi un document, une notice d'aide au remplissage qui explique bien point par point ce qu'il faut prendre en compte, les obligations, ce qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est quand même assez bien détaillé. Donc ici, on arrive sur le tableau 1 du CERFA diagnostic qui concerne donc les éléments potentiellement réemployables. Et donc, vous voyez ici les différentes données qu'il faut encoder. Donc, il faut encoder la catégorie dans laquelle le PEM que vous pensez qui est potentiellement réemployable doit être classé. Et ça, c'est une catégorie. Il y a en fait dans la notice un tableau qui reprend toutes les catégories possibles. Donc, vous devez, par exemple, on prend ici l'exemple d'un PEM qui serait dans la catégorie appareil sanitaire. Ensuite, vous devez mettre une description. Là, on parle d'un lavabo en céramique. Vous devez donner la quantité disponible et l'unité appropriée. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut donner bien la quantité qui est potentiellement réemployable et pas, si on considère qu'il y a X% de perte, il faut juste mettre ce qui est réemployable dans ce tableau-ci et pas 100%
des lavabos en céramique. Les dimensions, le type principal d'assemblage. Donc, il y a différents exemples qui sont donnés aussi dans la notice. Donc, ça peut être un assemblage chimique permanent, ça peut être un assemblage chimique réversible, donc par exemple avec une bande adhésive double face, ça peut être un assemblage mécanique. Enfin, il faut décrire le type d'assemblage, l'âge que vous estimez pour ce PEM, l'état de conservation de fonctionnement. Et là, il est juste demandé de choisir, entre guillemets, entre 4 propositions, 9 bons, moyens, mauvais. Vous devez aussi indiquer si vous pensez qu'il y a des substances dangereuses. Et vous pouvez, ce n'est pas une obligation, noter les matériaux constitutifs du PEM si vous les connaissez. Et alors, sur la partie droite, dans les cases bleu foncé, là, vous devez cocher les cases si dans votre rapport de diagnostic, donc en plus de ce CERFA donc, qui reprend des tableaux assez succincts, il y a ce rapport de diagnostic que vous devez aussi faire. Et si dans le rapport de diagnostic, vous mentionnez ces différents éléments qui sont repris dans les colonnes bleu foncé, vous devez cocher la case. Donc, si dans votre rapport, vous notez la localisation du PEM dans le bâtiment, si vous détaillez les conditions techniques et économiques pour permettre le réemploi de ce produit, si dans votre rapport, vous détaillez plus, vous pouvez cocher cette case. S'il y a des informations techniques disponibles, et si vous donnez des précautions de dépose, de transport et de stockage pour ce PEM, faut aussi cocher. Alors évidemment, pour que le réemploi soit effectivement bien fait, au plus vous allez donner des informations, au mieux ce sera. À nouveau, comme Damien l'expliquait, pour les éléments pour lesquels il y a vraiment un potentiel. Donc, même si c'est structuré différemment et que c'est beaucoup plus, on va dire, cadré en France, la logique de se dire, on fait une première analyse, on voit ce qu'il y a vraiment du potentiel et puis on creuse pour ces éléments-là, ça s'applique aussi ici. Ça ne sert à rien de faire un rapport détaillé pour des PEM qui auraient très peu de potentiel. Il faut souvent mieux se concentrer sur ce qui a le plus d'impact et surtout qui a le plus de potentiel en termes de réemploi. Ici, c'était juste pour vous montrer que vous aviez du coup une catégorie, une catégorisation en fait des produits, équipements et matériaux réemployables. Et donc, c'est ces catégorisations-là que vous devez utiliser ici. On reviendra plus tard avec un petit commentaire par rapport aux catégorisations et aux nomenclatures utilisées. Et alors ici, c'est l'autre tableau, le tableau déchets. Et donc là, en gros, vous devez remplir la quantité estimée de déchets en fonction du déchet. Et si vous identifiez des filières, vous cochez oui. Et puis, vous devez essayer d'estimer, vous, le diagnostiqueur, pardon, de essayer d'estimer les différents pourcentages de valorisation. Donc, ce qui va être recyclé, ce qui va être utilisé comme remblai, ce qui va être valorisé énergétiquement, etc., etc. Donc ça, c'est le document officiel à transmettre au CSTB. Et puis, il y a aussi la deuxième partie on va dire, de la logique PMD, c'est une fois que le chantier est fait, du coup, on passe dans ce qui est récolement. Et donc, l'idée du récolement, c'est de faire le point entre ce qui a été dit dans la phase de diagnostic, il y a eu le chantier, OK, finalement, qu'est-ce qu'il en est sorti? Comment est-ce que les différents éléments ont été valorisés ou non? Et donc, à nouveau, il y a un formulaire officiel, un CERFA de récolement qui est obligatoire. Et le maître d'ouvrage doit aussi pouvoir justifier que ce qu'il renseigne dans ce formulaire de récolement est vraiment arrivé. Donc, il doit être en mesure de transmettre des documents qui prouvent les différentes valorisations, donc des conventions de dons, des contrats de vente, des bordereaux de suivi de déchets, des registres de déchets. Donc, il doit aussi collecter toutes ces informations qu'il doit pouvoir transmettre pour prouver en fait que ce qu'il dit qui a été fait, c'est réellement passé. Et donc, à nouveau, dans le CERFA, il y a la partie information générale, et puis il y a 2 tableaux déclaratifs. Toujours le tableau 1 pour les éléments réemployables et le tableau 2 pour tout ce qui est valorisation et élimination des déchets. Dans le formulaire de récolement pour le réemploi, voilà comment ça se présente. Donc, à nouveau, la première colonne, c'est la catégorisation des produits, équipements et matériaux réemployables que je vous ai montré précédemment, la description, et puis en fait, là, ils doivent indiquer la quantité qui a effectivement été réemployée, et puis décrire où est-ce que le réemploi a eu lieu, quoi. Est-ce que ça a été un réemploi sur site? Quelle est la quantité? Si ça a été sur un autre site, si c'est sur un autre site, il faut aussi référencer le nom et l'adresse.
Est-ce que ça a été envoyé dans des filières de réemploi? Donc, par exemple, ça pourrait être le cas de ce que ça part dans la filière corner mat de Retrieval, il faut aussi le mentionner. Donc ça, c'est le tableau de récollement par rapport au réemploi. Et ça, c'est le tableau de récollement par rapport aux déchets. Et donc, c'est vraiment le même principe, c'est de dire quelles ont été les différentes valorisations et voilà, de pouvoir dire, ce déchet-là, il a été envoyé dans telle filière, il y a autant de pourcents qui ont pu être recyclés, il y a autant de pourcents qui ont été utilisés en remblai. Enfin, voilà, du coup, ça, c'est les tableaux à transmettre. Donc, je l'ai déjà dit un peu en filigrane, mais quand est-ce qu'on fait ce diagnostic PEMD? Tout d'abord, ce que je voulais mentionner, c'est qu'évidemment, il y a ce diagnostic PEMD qui est obligatoire, mais il y a aussi d'autres obligations qui sont souvent à mettre en œuvre, même avant ou parallèlement à ce diagnostic PEMD. C'est tout ce qui concerne l'amiante, le plomb, dans certains cas, un diagnostic environnemental. Donc ça, il faut pas, enfin, c'est aussi des choses qu'il faut faire soit avant, soit parallèlement au diagnostic PEMD. Et ici, une petite ligne du temps qui synthétise, du coup, quand faire tout ça. Du coup, il faut le faire en fait comme pour l'inventaire réemploi en Belgique, comme Damien l'a dit. En soi, il faut le faire le plus tôt possible parce que il vous faut en fait ces documents pour faire vos demandes, par exemple d'urbanisme ou pour faire des passations de marché. Et donc, il faut vraiment faire ça au tout début de la réflexion de rénovation ou de démolition d'un bâtiment. Et donc, d'abord, on va commencer par la partie diagnostic. Et on va transmettre ces parties diagnostiques au CSTB. Ensuite, on va pouvoir faire nos demandes d'autorisation d'urbanisme, passer nos marchés, etc., en intégrant à chaque fois, enfin, en donnant en fait les documents du PEMD aux différents acteurs. Ensuite, il y a une phase de chantier. Et donc, durant cette phase de chantier, il faut aussi qu'il y ait un suivi, une gestion des PEMD, un suivi des bons de suivi de déchets pour pouvoir, en fait, après, pouvoir faire le formulaire de récollement. Donc, en fait, le PEMD, c'est vraiment quelque chose qui suit toute la durée du chantier. Puis, on arrive dans la phase d'achèvement des travaux. Et là, vous avez un délai de maximum 90 jours pour transmettre le CERFA récollement au CSTB. Alors, qui peut faire ces diagnostics? Là, à nouveau, c'est différent en Belgique, c'est réglementé. Et donc, le Code de la construction et l'habitation prévoit que ce diagnostic peut être fait par des personnes physiques ou morales qui doivent avoir des garanties de compétences, qui doivent être assurées et n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour que le diagnostiqueur puisse faire le diagnostic PEMD, il doit en fait soit prouver qu'il a une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans des métiers en lien avec du coup le bâtiment, ou alors il peut prouver ça via un diplôme à nouveau certains diplômes en lien avec le secteur du bâtiment, ou alors il peut dans certains cas montrer une preuve de détention de connaissances équivalentes. Ça, c'est par exemple dans le cas où c'est des diplômes ou des expériences professionnelles à l'étranger ou autre. Il y a moyen de prouver ça. Mais donc, il faut dans tous les cas qu'il y ait un de ces 3 éléments qui soit présent pour que le diagnostiqueur puisse faire un diagnostic PEMD. Il faut aussi qu'il soit assuré. Donc, il doit être couvert par une assurance professionnelle à hauteur d'au moins 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance. Et alors, sur le dernier point, donc je rappelle par qui il faut, donc qui prouve sa compétence, il faut qu'il soit assuré et il faut qu'il soit impartial, qu'il n'y ait du coup aucun lien avec les entreprises qui peuvent faire tout en partie les travaux de démolition. Par contre, sur ce point-là, il y a juste, on va dire, l'article dans le code de la construction et de l'habitat, mais il n'y a pas vraiment de détails sur comment on peut définir s'il y a un lien ou pas. Et donc, il y a quand même une question importante qui se pose à nos yeux, c'est de se dire, Damien l'a mentionné d'ailleurs tantôt, c'est quand même intéressant que la personne qui fasse le diagnostic ait une connaissance assez fine des filières de réemploi, de la réalité économique du réemploi, etc., etc. Et en fait, vu que le réemploi reste encore une pratique à la marge, en général, les personnes qui ont ces compétences-là, c'est aussi des personnes qui sont actives dans la déconstruction, qui ont
qui ont par exemple des plateformes de vente en ligne ou des plateformes de vente physique de matériaux de réemploi. Et donc, ça pose la question, OK, est-ce que cette impartialité veut dire que la personne qui fait le diagnostic ne peut pas être la personne qui serait chargée de déconstruire? Et en fait, c'est une question qui n'est pas vraiment répondue. Il y a un cabinet d'avocats qui s'appelle Scov Avocat qui a fait tout un article là-dessus. Et en fait, pour l'instant, c'est assez flou. Donc il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise réponse. Mais voilà, si ça venait à se durcir, c'est vrai qu'on pourrait arriver à un peu des situations, on va dire pas très logiques, où en fait, des gens très qualifiés pour faire le diagnostic, en tout cas sur la partie réemploi, ben, ne pourraient pas le faire parce qu'en fait, ils ne pourraient pas faire la déconstruction après. Et donc voilà, c'est un peu un questionnement, point d'intention qu'on voulait mettre en avant. Même si c'est très technique, juridique, donc voilà, je pense que je vois qu'il y a quelqu'un qui lève sa main, mais je pense que malheureusement, on ne sait pas prendre les questions en oral. Il faut passer par le chat, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, il vaut mieux passer par le chat et on traite les questions juste après. Voilà. Donc par qui? Et alors, étant donné que c'est réglementé, il y a des sanctions qui peuvent s'appliquer si la procédure n'est pas mise en place. Premièrement, ce n'est pas vraiment une sanction, mais vous allez être confronté à des blocages administratifs parce que vu que vous avez besoin de ce diagnostic pour les autorisations d'urbanisme, les permis de construire et de démolir, vous allez vite être bloqué. Ça peut aussi être un blocage technique par les personnes qui feraient les travaux, qui vont demander d'avoir accès à ces documents. Et finalement, il y a aussi entre guillemets, des vraies sanctions qui arrivent au moment du CERFA de récolement. Donc, il peut y avoir une sanction civile. Donc, si le maître d'ouvrage ne remplit pas toutes les obligations, il peut avoir une amende de 45 000 €. Et s'il récidive, ça peut même aller jusqu'au maximum 6 mois d'emprisonnement. Et alors, il peut aussi avoir des sanctions pénales pour mise en danger de la vie d'autrui. Ça arrive plus si, du coup, justement, tout ce qui concerne l'amiante, le plomb, etc., n'a pas été pris en compte. Et donc, on dit que c'est mise en danger de la vie d'autrui, risque sanitaire et environnemental. Donc, voilà. Mais en gros, il y a une sanction civile si le maître d'ouvrage ne remplit pas toutes ses obligations, qui est, du coup, une amende quand même assez élevée. Et donc, pour terminer sur le diagnostic PEMD, c'est intéressant parce que c'est réglementé et donc ça fixe un cadre. Et comme je l'ai dit au début, c'est quand même un cadre assez restrictif dans le sens où 1000 mètres carrés de bâtiments, on y arrive quand même assez vite dans des grosses rénovations ou démolitions. Et donc, au moins, ça pousse les gens à se poser la question de OK, qu'est-ce qui va être réemployable et pas. Donc, c'est quand même positif pour le réemploi. Ça doit être fait en amont du chantier, comme je l'ai montré sur la ligne du temps. Et donc, ça met, en fait, on va dire, dans l'optique du réemploi dès le départ. L'expertise du diagnostiqueur est importante par rapport au réemploi, mais ça, c'est aussi valable en Belgique. Au plus la personne va être à l'aise par rapport au réemploi, au mieux sera fait le diagnostic PEMD. Et donc, au plus, on va dire, les tableaux 1 sur le réemploi pourront être pertinents. Nous, les petites limites qu'on a vues en creusant ce sujet du PEMD, c'est ce que je viens de parler sur la condition d'impartialité du diagnostiqueur, qui est assez floue et qui pourrait être, entre guillemets, mauvaise pour le réemploi, vu que les personnes les plus qualifiées ne pourraient pas le faire par manque d'impartialité. Et alors, au niveau de la nomenclature et de la catégorisation, donc, je vous ai montré qu'il y avait du coup une catégorisation des produits, équipements et matériaux réemployables. Donc, il y a 13 macro-catégories et il y a, je ne sais plus combien, mais je pense une trentaine de catégories de produits, équipements et matériaux réemployables. Et donc, nous, la question qu'on se pose par rapport à ces nomenclatures, c'est justement, est-ce que c'est bien harmonisé avec la nomenclature pour la fourniture de matériaux neufs dans des marchés publics? Parce que, en fait, c'est un frein qui arrive souvent dans le réemploi, et ça, Damien peut en témoigner, c'est que du coup, vu que il y a des termes différents qui sont utilisés, la manière de catégoriser les produits, les équipements et les matériaux est différente, et du coup, on a plus de mal à faire circuler les matériaux, et donc ça peut desservir le réemploi. Et donc, c'est un point d'intention. Il faut
En fait, ça dépasse même le diagnostic PEMD. C'est plus de manière générale, il faudrait adopter une nomenclature à un plus haut niveau, le plus haut niveau possible, pour qu'en fait tout le monde parle le même langage et qu'en fait les éléments de réemploi puissent circuler le plus facilement possible d'un chantier à l'autre, mais aussi d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, et que on sache facilement trouver ce qu'on cherche sur le marché du réemploi si le vocabulaire est uniformisé. Donc ça, c'était pour le diagnostic PEMD. Je vais laisser Damien vous présenter quelques exemples d'inventaires qu'on a compilés. Merci, Amandine. Donc, il y a plein de manières de présenter un inventaire. FCRBE en propose, le diagnostic PEMD en propose aussi. Mais après, on peut mettre ces tableaux, on peut les mettre en forme de plein de manières différentes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le contenu et la forme sont en France réglementés, en Belgique non. Avec un peu de bon sens, on peut y arriver. Ici, c'est un exemple d'inventaire que nous avons réalisé l'année passée, mais ça a évolué depuis, avec les informations minimales qu'on estime intéressantes. Des points qui sont importants à reprendre, c'est pour ça que je l'ai mis ici, c'est d'identifier la facilité de dépose et le potentiel de réemploi qui sont pas les mêmes. Mais si on prend ici donc des stores à la mêle, c'est très facile à démonter, mais honnêtement, c'est très difficile à vendre. Il y a très peu d'amateurs pour reprendre ou racheter ce type d'équipement-là. D'où on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre ce type de matériaux dans un inventaire? Alors, on peut faire un inventaire en identifiant chaque fois le potentiel de réemploi et la facilité de dépose, et puis après faire un tri sur tout ce qui est difficilement déposable ou tout ce qui est difficilement vendable. Mais en soi, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt à ce moment-là de le mettre dans un inventaire, sauf si on veut créer des nouvelles filières ou des nouveaux débouchés pour des matériaux. Nous, on se retrouve régulièrement avec des inventaires de matériaux qui, pour moi, enfin, il y a pas lieu de mettre ça dans un inventaire. Si mettre dans un inventaire le carrelage mural ou la faïence murale qu'il y a dans des sanitaires ou des toilettes dans un bâtiment de bureau, ce sont des carrelages qui font 3 mm d'épaisseur qu'on n'arrivera même pas à décoller. Enfin, on n'a presque aucune chance de les décoller. Et même si on les décollait, le potentiel de revente de ces matériaux-là, de ces faïences, il est pratiquement nul, vu qu'une faïence neuve coûte très très peu. Et donc, faire une opération intéressante financièrement parlant est excessivement compliqué. Ça demande énormément d'efforts, énormément de travail. Et donc, on peut se poser la question de la validité de l'énergie mise dans ce type d'opération. Mais voilà, je n'ai pas la réponse. Je- J'explique juste les limites. Je ne sais pas quelle est la bonne manière. Moi, je me dis qu'il faut être le plus simple et le plus pragmatique possible que pour pouvoir réaliser une maximisation de la circularité des matériaux de construction dans son ensemble. Je vous ai mis par après d'autres types d'inventaires. Vous avez des inventaires sous format Excel, sous format Word, en français, en anglais. Souvent, et de plus en plus dans les inventaires, on met deux informations complémentaires qui seraient, enfin trois informations. La première, c'est un test de démantèlement, comme on le voit ici en dessous, dans l'exemple 3 de mémoire. Je pense que c'est un inventaire qui a été réalisé par Rotor, qui a fait des tests de démantèlement ou de déconstruction et qui peut fixer un taux de récupération ou un taux de casse, ici pour des faïences. Si on casse 7 faïences sur 10, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de les récupérer, vu le résultat? Une autre information, c'est des conseils sur la manière de déconstruire ou la manière de stocker. C'est une information qui peut être importante dans le cadre d'un inventaire. Et la troisième information, c'est une indication sur la filière ou sur des repreneurs éventuels. Ça permet d'orienter le maître d'ouvrage vers une filière ou un récupérateur ou un repreneur de la matière.
sont des éléments qui peuvent apparaître dans un inventaire, qui peuvent avoir leur importance en fonction du bâtiment. Ici, de nouveau, encore d'autres inventaires. Amandine vous a montré des formats types pour les inventaires PEMD. L'exemple 4, l'inventaire de Bobby Réemploi, qui est une AMO basée à Lyon, qui fait un super boulot, à notre connaissance en tout cas. Et eux font des inventaires qui répondent aux normes du PEMD, mais qui, comme vous voyez, ont une toute autre forme. Donc la forme est encore laissée à discrétion de ceux qui font l'inventaire. Voilà, donc il y a de nouveau tout ça pour montrer qu'il peut y avoir plein d'inventaires différents. Certains inventoristes vont jusqu'à chiffrer le potentiel gain CO2 si le matériau était récupéré. Personnellement, j'ai un peu du mal à voir comment c'est calculé, ou je serais curieux de voir comment ils arrivent à le calculer, mais ça reste une donnée qui peut être intéressante dans le cadre d'un bilan CO2 d'un bâtiment ou d'une certification BREEAM ou autre. Ça peut avoir son importance également. Super. Merci Damien. Et par rapport à ce que tu expliquais avec Bobby Réemploi, donc effectivement, les diagnostiqueurs, ils peuvent, dans leur rapport de diagnostic, ils peuvent faire comme ils veulent. Et c'est en fait ce document-là qui, au final, a le plus de valeur. Mais ils sont quand même obligés de réencoder tout dans les tableaux que je vous ai montrés. Mais après, entre guillemets, ces tableaux-là sont souvent pas suffisants pour vraiment faire une démarche de réemploi. Et donc, c'est avec ce type de document qu'on peut aller plus loin. Mais donc, normalement, si on a bien compris, Bobby Réemploi doit aussi encoder dans le CERFA officiel sur le site du CSTB. Oui, pour terminer, enfin là, c'était juste pour vous montrer rapidement le projet FCRBE. À mon avis, la plupart d'entre vous connaissent. Donc, c'est un projet Interreg qui est finalisé et qui était vraiment axé sur le réemploi. Et ils ont vraiment créé pas mal d'outils qui sont utiles pour le réemploi. Ils ont créé des fiches matériaux, ils ont fait tout un document sur les stratégies de prescription, donc ça, c'est ce qui touche au marché public. Ils ont aussi fait tout un toolkit, comme ils l'appellent, autour de l'inventaire réemploi qui donne vraiment beaucoup de détails sur comment faire un inventaire réemploi. Donc, ça, c'est juste des screenshots de ce toolkit. Et donc, comme vous pouvez voir dans la table des matières, ils vont vraiment, à nouveau, ils parlent de qui peut effectuer un audit réemploi, quand est-ce qu'il doit être effectué, comment le faire, donc comment est-ce qu'on fait pour identifier si un élément a du potentiel de réemploi ou pas, quelles informations il faut rassembler, etc. etc. Donc, c'est une bonne base à lire. Après, c'est quand même un document qui est déjà assez conséquent à lire. Et donc ça, c'est un des exemples que Damien vient de montrer, mais ils fournissent en fait un Excel avec un template d'inventaire, on le voit dans les onglets au bas de l'Excel, il y a d'abord les données contextuelles, les données de base, donc on va dire les premières données après une première visite du bâtiment, et pour les éléments qui ont le plus de potentiel, faire une fiche d'éléments beaucoup plus détaillée, si on a fait des tests de démontabilité, etc., etc. Donc ça, c'était plus pour vous montrer que ça existe, et n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, c'est quand même bien fait. Donc ils ont aussi fait des material sheets, je pense qu'il y en a 36, et donc c'est des mini-dossiers qui reprennent toutes les informations sur différents éléments des bâtiments par rapport au réemploi, donc comment les déconstruire, comment les stocker, c'est quoi les grandes choses auxquelles il faut faire attention. Ils ont même fait des paragraphes sur le prix indicatif de revente, etc., etc. Donc, c'est intéressant aussi à lire pour en apprendre plus sur, en tout cas, 36 matériaux qui sont couramment réemployés. On voulait faire aussi un dernier petit point sur les outils digitaux par rapport aux inventaires, ce qui existe et où ça en est. Ça, Damien, je te laisse prendre la main. Alors, pour avoir pratiqué quand même quelques dizaines, voire une centaine d'inventaires, je dois avouer que c'est un exercice assez fastidieux quand on rentre dans un bâtiment de bureau et qu'on doit inventorier les portes ou les carrelages ou le type de moquette ou le type de faux plafond. C'est clair que c'est un exercice qui est assez fastidieux, qui prend du temps et qui demande une certaine rigueur. Et il est pratiquement sûr qu'à l'avenir, des outils digitaux pourraient aider. Parce que nous, on se promène dans le bâtiment, on fait des photos, on prend des références. Et puis à la fin, on doit quand même travailler sur plan, ne fût-ce que pour simplement compter les portes ou
compter le nombre de mètres carrés, etc. On va quand même faire coïncider l'inventaire avec des plans. Et donc, évidemment à un moment ou un autre, des outils digitaux vont être suffisamment cohérents et suffisamment fiables que pour pouvoir avancer là-dessus. À ce jour, on connaît, enfin, il y a toute une série d'outils. Il y a des outils qui aident à la digitalisation, donc juste à remplir le formulaire. C'est le cas de Diagit ou le formulaire Upcycléa, Imperfect. Tout ça il y en a plein, hein. J'en ai mis quelques-uns ici, ceux qui me venaient en tête rapidement, mais il y en a vraiment encore beaucoup plus. C'est un sujet qui évolue quand même assez bien. Le BIM, évidemment, peut être intéressant à terme si un bâtiment est BIMé et qu'il est correctement BIMé et que les données BIM sont mises à jour de toute la vie du bâtiment. On peut rêver que dans 20 ans, il suffira d'appuyer sur un bouton pour savoir tous les matériaux qui sont contenus dans le bâtiment. Et l'adage qu'on entend de plus en plus de dire qu'un bâtiment n'est qu'une banque de matériaux, probablement que ce sera le cas, mais ce n'est pas le cas pour le moment. En tout cas, ça ne fonctionne pas à ce jour, à ma connaissance. Je vous ai mis une petite photo du petit chien. C'est un projet pilote qui avait été développé par Buildwise, donc l'équivalent du CSTB en France. Anciennement, c'était le CSTC. Donc, c'est vraiment un petit chien qui se promène dans le bâtiment et qui fait des photos de tout. Et après, il y a une intelligence artificielle qui reconnaît le tout. Donc, il va reconnaître le lampadaire, la faïence, la moquette ou la porte et qui va même être capable de donner les mesures de cette porte, les dimensions, le type, peut-être la marque. Donc, il y a vraiment des outils qui sont en cours de développement. Il y a d'autres outils avec des lidars, avec des systèmes de photos à 360 degrés. On peut faire. J'ai déjà reçu un inventaire du Grand-Duché de Luxembourg où on pouvait réellement en réalité augmentée, se promener dans un bâtiment et cliquer sur des éléments pour connaître, pour savoir ce que c'est, en connaître les dimensions, en connaître la marque, etc. Donc tout ça existe. À ma connaissance, c'est pas encore tout à fait au point, c'est pas fonctionnel, ou en tout cas, ça ne nous permet pas réellement de travailler. Alors, il y a un point sur lequel je ne suis pas sûr que la digitalisation pourra un jour aider, c'est l'État. Donc, le petit chien, la caméra ou le lidar va pouvoir identifier une chaise, on va dire une chaise de bureau, mais est-ce qu'elle va pouvoir dire en quel état elle est? Est-ce que toutes les roulettes tournent? Est-ce que l'assise est défoncée ou pas défoncée? Est-ce que les accoudoirs se montent encore? Est-ce que la chaise peut encore être réglable en hauteur, etc., etc. Tout ça sont des éléments qui sont importants dans le cadre d'un inventaire. Mais je ne suis pas sûr que les outils digitaux, à un moment ou un autre, pourront répondre à ces questions-là. Et donc, je pense qu'à terme, il faudra trouver un compromis avec une certaine connaissance ou compétence humaine qui pourra se faire aider par des outils digitaux. Il n'en reste pas le moins que l'outil digital est pour moi indispensable pour pouvoir de nouveau pallier aux problèmes de nomenclature dont j'ai parlé un peu et dont Amandine a parlé aussi. Rien que mettre dans une base de données une porte identifiée avec les dimensions, d'abord la largeur, puis la hauteur, puis l'épaisseur, c'est l'outil digital qui va donner le bon canevas. Sinon, deux inventoristes vont mettre les dimensions dans un ordre différent. Un va mettre une majuscule, l'autre va faire une faute d'orthographe, et à la fin, la base de données n'arrivera pas à réconcilier ou à faire des regroupements sur les différentes catégories de matériaux, de produits qui pourraient être repris dans l'inventaire. Donc, l'outil digital reste très important. Je ne pense pas que la digitalisation full soit réaliste là maintenant. Et je pense qu'avant tout, de toute façon, pour pouvoir digitaliser l'inventaire, il faudrait qu'on se mette d'accord exactement sur ce qu'il doit contenir, c'est comment on le fait et qu'est-ce qu'on en fait. Actuellement, ces questions n'étant pas toujours tout à fait réglées comme on vous l'a expliqué, c'est peut-être un peu aller trop vite de vouloir digitaliser à tout va. Mais je reste convaincu que ce sera un outil et que ce sera pratiquement une obligation de passer par là pour pouvoir améliorer cette circulation entre les différents bâtiments. Voilà. Alors, quelques cas pratiques, quelques références.
quelques cas pratiques. C'est juste pour vous montrer en fait les limites d'un inventaire. Ce sont des cas vécus, hein. Vous avez à photo de gauche une cuisine qui a été démontée au-dessus de la gare de Bruxelles dans des bureaux et qui a été remontée dans un bâtiment de bureau aussi chez nous à Charleroi. La cuisine a été démontée telle quelle, le lendemain elle a été remontée chez nous. Elle a été inventoriée, elle a été référencée par le client, donc par le propriétaire. Il nous a envoyé un inventaire de son bâtiment avec cette cuisine qui était identifiée. Et donc, voilà, on l'a prise, on s'est dit, on va la reprendre et on va la remonter chez nous. Et en fait, il y a toute une série d'éléments qui n'avaient pas été repris dans l'inventaire. Le premier étant comment ça se démonte et quels sont les différents modules. Est-ce que pour savoir s'ils rentrent dans l'ascenseur, il s'avère qu'ici, tout ne rentrait pas dans l'ascenseur. Donc, c'est plus compliqué. Un autre élément qui n'était pas pris en compte, c'était le type de connexion sur le lave-vaisselle. Alors, on peut le rebrancher ici, mais en fait, on s'est rendu compte que le lave-vaisselle, il n'était pas branchable chez nous. Je vais vous passer tous les détails, mais c'était pas, ça n'a pas été si simple que ça. Et donc, de nouveau, au fur et à mesure qu'on fait des inventaires, au fur et à mesure, on, on, on apprend sur les différentes caractéristiques qu'on doit rajouter pour pouvoir bien définir l'élément et pouvoir faciliter la vente de cet élément. Très souvent, on reprend un matériau, on essaye de le mettre en vente et on a 50 questions des clients. Est-ce que c'est jaune, c'est vert, c'est bien cette dimension-là? Quelle est, il y a plein de questions techniques ou de détails techniques qui viennent derrière. Et en fait, on doit quand même les trouver. Idéalement, il faudrait le faire depuis le départ, donc dès l'inventaire. Et on apprend encore tous les jours, nous, dans cet exercice. Un autre exemple ici qui est assez symptomatique, c'est les fameuses portes que vous voyez ici. C'est un exemple que je donne régulièrement, hein. C'est un bâtiment de bureau où on a démonté 270 portes. C'était dans le cadre d'un chantier de rénovation. Et en fait, les portes, elles sont nickel. C'est des portes en bois plein avec un cadre métallique qui s'intègre dans des cloisons amovibles, pardon, des cloisons modulaires. C'est vraiment des belles portes. Euh, et le client rénovait un bâtiment de bureau pour en refaire des bureaux. Et donc, le fait pour nous de bien caractériser les portes, de bien les définir, de bien les remettre dans l'inventaire, ça nous a permis au bout de 2 mois de convaincre le client de nous racheter les portes. Parce que dans sa relation avec l'architecte, selon lui, il devait à tout prix racheter des nouvelles portes. Et donc, au bout de 2 mois, on a quand même réussi à le convaincre qu'il pouvait récupérer ces portes et faire un réemploi sur site. Mais ça a été toute une démarche proactive qui a été vraiment difficile pour réussir à convaincre le maître d'ouvrage et le client et l'architecte de garder les portes qu'on avait déjà démontées. Et de nouveau, c'est grâce à une caractérisation correcte des portes qu'on a réussi à le faire. Voilà pour les cas pratiques. Alors, quelques références, je ne vais pas vous les lire, il y a plein de références, vous pouvez trouver de la documentation. Le FCRBE reste, je dirais, un premier point très intéressant pour en apprendre plus sur toute la pratique de la circularité des matériaux de construction. Voilà. Merci Damien. Et on arrive tout doucement à la fin de du coup notre exposé. Donc ici, en gros, ce qu'il faut retenir pour synthétiser, pour les inventaires, c'est obligatoire en France dans certains cas et à l'heure actuelle, c'est pas obligatoire en Wallonie, voire en Belgique. Il faut dans tous les cas commencer à faire ces inventaires le plus tôt possible parce que c'est ça qui va vraiment permettre de pouvoir avoir un maximum de réemploi. Il faut essayer de le faire par quelqu'un de compétent. En France, c'est obligatoire. En Belgique, il faut essayer d'être attentif à le faire par quelqu'un qui connaît bien le secteur du réemploi. Tout est récupérable, mais pas à n'importe quel prix. Donc ça, c'est aussi comme on a montré au début, la chaîne de valeur du réemploi dans sa globalité. Il faut qu'au final, il y ait un équilibre financier sur les différentes étapes d'inventarisation, de déconstruction, de transport, de stockage et de remise en vente. Importance de la totalité de la chaîne de valeur, c'est ce que je viens de dire, pardon. Et du coup, il faut
Enfin, il faut essayer de rester dans... Enfin, ça, Damien, peut-être tu sais expliquer ces points-là, qualité, quantité, temporalité. Temporalité, c'est plutôt possible, mais qualité, quantité, je suppose, de dire, au plus c'est qualitatif, au mieux sera le réemploi. Et quantité, en général, il faut un minimum. Allez, par exemple, pour des carrelages, en gros, si on sait récupérer que 2 mètres carrés, ça va intéresser très peu de personnes. Il faut en général avoir un minimum de quantité. Mais je ne suis pas sûre que c'est ce que tu voulais dire par ces 2 points-là. Damien? Ah, Oui, je suis désolé, j'ai de nouveau été éjecté. pas grave. Tu parlais des 3 derniers points, c'est ça? Oui, mais juste qualité, quantité. Je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit et si c'était ce que tu voulais mettre en avant ou Et je pas. n'ai pas entendu, mais en fait, non, nous, on met juste ça en tant que revendeur. Notre plus grande difficulté est toujours d'avoir la bonne qualité, en bonne quantité et au bon moment. Ça arrive à tous OK. les coups de devoir jeter, enfin, on jette des matériaux parce qu'on n'a plus de place, et 15 jours après, on nous demande exactement ce qu'on a acheté. Et donc, le secret de cette circularité des matériaux de construction, c'est d'arriver à avoir une masse critique, avoir suffisamment d'acteurs, suffisamment de bâtiments, suffisamment de réutilisateurs ou de réemployeurs pour pouvoir réellement contrecarrer ces problèmes de qualité, de quantité, de temporalité. Au plus la masse sera importante, au plus il y aura de matériaux à échanger ou à faire circuler, au plus ce sera facile de résoudre ces freins-là. OK. Et alors, ça, la chaîne de valeur du réemploi, je viens de la rementionner, mais donc il faut arriver à l'équilibre dans son ensemble. Du coup, je pense que si Solène est prête, Ouais, elle est... je suis prête. OK, Est-ce que je te laisse partager du coup. Hop là. Ok, merci Amandine. Je partage mon écran. Je voudrais partager une photo. Voilà. Est-ce que... Ça y est, je crois que mon écran s'affiche. Alors, pour synthétiser un petit peu tout ce qui vient d'être dit sur les inventaires de démolition et de réemploi, je vous propose de suivre ce petit personnage qui est au centre avec son casque orange. Et alors, en fait, on commence par la partie gauche derrière lui. Donc, sur son chemin, il y a la réglementation, parce que selon où il se trouve, évidemment, ça va changer. Donc, on a ce qui concerne la France en bleu, ce qui concerne la Belgique plutôt en vert, et puis une petite discussion entre deux personnages qui explique aussi qui peut faire l'inventaire. Et bon, ça, c'est pas lié au pays, donc c'est un petit peu à part, puisque c'est pas réglementé, mais il faut des compétences particulières. Et alors, j'ai essayé d'écrire le métier de diagnostiqueur. J'ai mis des guillemets parce que je ne sais pas si ça existe vraiment et si ça s'écrit comme ça. Sinon, voilà, il faudra l'inventer. Ensuite, si on remonte un petit peu vers le haut, on voit que donc ce petit personnage doit préparer l'inventaire. Là, je vais rajouter des petites bulles qui montrent que ça se passe dans son cerveau avant de se passer ailleurs. Et donc là, il essaye de faire rentrer un bâtiment dans une sorte de filtre ou d'entonnoir qui correspond à l'inventaire et qui permet de trier les matériaux et d'arriver à une petite fiole voilà, d'un élixir précieux qui a de la valeur, qui est le réemploi. Donc, c'est une séquence qui va de haut en bas avec 3 étapes, 1, 2 et 3. Mais c'est bien écrit que c'est circulaire aussi, puisque finalement, une fois qu'on a observé, complété l'inventaire, évalué la valeur, il faut peut-être recommencer et le faire, là c'est expliqué à droite, d'abord à grosse maille, c'est le quick scan, puis ensuite de façon plus fine uniquement pour ce qui a du potentiel. Voilà, et c'est cette démarche-là qui permet de gagner du temps. J'ai essayé de l'illustrer de façon un peu dynamique. Et ensuite, voilà, le personnage pointe du doigt une flèche qui illustre le calendrier. Donc, quand voilà, remplir le diagnostic PEMD ou l'inventaire. Donc là, il y a un certain nombre d'étapes, on voit qui ont lieu avant le chantier de démolition à lui-même. Donc, le maître mot, c'est anticiper. Et si on zoome sur l'audit précisément, donc cet inventaire, là, donc on va suivre finalement les pas du petit personnage, puisque c'est la partie action.
où, là, on voit quelque chose de plutôt circulaire, un schéma plutôt circulaire où on identifie, on évalue la faisabilité, la valeur, l'état des matériaux. On le documente et on transmet à des acteurs de la filière, il manque la fin de ma phrase, pour justement évaluer la valeur. Et c'est circulaire parce que souvent, ça se fait avec des allers-retours. Et j'ai repris la petite anecdote, une porte du 12e étage n'a pas la même valeur qu'une porte au rez-de-chaussée. C'est vrai que c'était assez représentatif. Et puis, vous retrouvez en haut à droite nos deux orateurs, donc Damien et Amandine, avec là aussi une petite phrase pour chacun. Donc pour Damien, j'ai écrit un inventaire n'est pas un catalogue. On n'y met que ce qui a une valeur potentielle. Et pour Amandine, j'ai hésité entre deux phrases que je vais répéter plusieurs fois. Il y a tout est récupérable, mais pas à n'importe quel prix, mais c'est un petit peu la même idée. Et puis aussi la question du vocabulaire, que c'est important d'harmoniser le vocabulaire pour se comprendre et pour permettre voilà, aux gens qui recherchent des matériaux de se trouver aussi. Voilà, je vous laisse réagir ou peut-être proposer aussi des compléments ou des précisions, des modifications, il n'y a pas de souci. Moi, là, comme ça me paraît déjà très complet et très bien. Et effectivement, dans les deux petites phrases que j'ai dit, les deux, je crois, sont valables. Donc, je ne sais pas s'il y en a une qui prévaut. Mais en tout cas, moi, comme ça, non, je suis toujours impressionnée de ce que tu arrives à faire pendant qu'on parle. Je ne sais pas, Damien, si toi, tu as des éléments. Moi, juste un tout petit détail, c'est par rapport à ce que vous me faites dire, on n'y met que ce qui a une valeur potentielle. C'est pas tout à fait juste, parce que si on veut créer une démarche ou on veut créer une démarche circulaire, à un moment, on doit mettre dans un inventaire ce qu'on n'est pas sûr de vendre. Et donc D'accord. peut-être que ça n'a pas de valeur. Il faut juste être pragmatique et être réaliste. On s'est retrouvé, je peux prendre un simple exemple, on s'est retrouvé avec des chemins de câble pendant un an et on était convaincu qu'on allait les vendre, on les mettait dans des inventaires parce que nous, on trouvait que c'était bien, mais en fait, il n'y a personne qui les achetait. Et donc, à un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on va continuer à les démonter proprement ou pas? Et puis, tout à coup, le marché s'est débloqué, mais on ne sait pas l'expliquer. Et tout à coup, on a réussi à les vendre. Et donc, on doit aussi mettre dans des inventaires des choses qui nous paraissent réalistes en connaissance du marché. Après, on ne doit pas mettre des choses irréalistes. L'exemple de la céramique de sanitaire dont je parlais tout à l'heure, évidemment, pour moi, ça n'a pas de sens de le mettre, sauf le jour où le matériau neuf coûtera 10 fois plus cher, ce qui n'est pas encore le cas maintenant. Donc, il y a une petite précision à apporter sur On peut très bien mettre dans un inventaire quelque chose qui a peut-être pas une valeur, mais peut-être bien quand même. Alors, je peux écrire peut-être, on n'y met que ce qui a de la valeur sur l'objectif ou une valeur pragmatique. Je ne sais pas. Ouais. Je vais chercher une formulation aussi. Donc, on ne va pas perdre du temps là-dessus et je vous l'enverrai Pas de de toute souci. façon avant la version définitive. Merci en tout cas. Merci. Et je vois que Florie Oui, je suis désolée, ça arrivait un peu tôt. Ah non, Mais t'inquiète. en le lançant, je ne sais pas si vous vouliez conclure, finir. Vous aviez des choses à ajouter, Amandine et Damien? Pas pour On a- moi. Je vois qu'il y a des questions, par contre. Alors Donc, je oui, peux ouais. peut-être Je essayer de laisse le répondre aux questions. sondage en ligne. Vous pouvez commencer à répondre l'évaluation et dans la conversation. C'est le questionnaire d'évaluation. Il n'y a pas de questions dans le chat. Mais elles sont ouvertes. Ouais, non, j'avais regardé, j'ai pas vu de questions, mais Mm. n'hésitez pas s'il y en a. Sinon. Pour vous dire peut-être aussi, pendant que vous remplissez l'évaluation, que les prochains webinaires recommenceront, enfin le prochain cycle recommencera en mars 2025 et on sera plutôt sur les matériaux biosourcés. Peut-être se souhaiter une bonne soirée.
et laisser ceux qui ont envie répondre au sondage, et puis moi je reste en ligne pour clôturer. Ok. Ah, je vois, j'ai une question. Ah oui, super. Sylvain, il peut peut-être la poser dans le chat. Ou alors, je regarde. Je sais pas si on s'est débloqué les micros. Ouais, je crois qu'il faut que j'aille sur les participants. Je le retrouve dans la liste. Autoriser le micro. Sylvain, je vous ai autorisé le micro, donc normalement, vous devriez pouvoir parler. Ah, ben, il la pose dans le chat. À propos des normes sur la caractérisation des matériaux recyclés, est-ce que vous pouvez préciser? Oui, c'est une question évidemment qui tombe à chaque fois. Quelles sont les normes à utiliser pour un matériau de réemploi? A priori, moi j'aurais tendance à dire que la norme doit être la même que sur un matériau neuf. Euh, Maintenant, c'est hyper compliqué. Il y a la notion d'assurabilité ou de certification qui va évidemment tomber à un moment ou à un autre. Euh, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse toute faite. Moi, mon point de vue est plutôt d'essayer d'être le plus pragmatique ou essayer d'avoir un peu de bon sens. J'ai eu une réunion hier sur un chantier où on me demandait d'inventorier des matériaux et de les classer en fonction des normes en vigueur. Et entre autres, pour un bureau, on me demandait de certifier que le dégagement de formaldéhyde du bureau, puisque c'était un bureau en bois aggloméré, il y a des dégagements de formaldéhyde, est-ce que ça respectait les normes? Moi, je ne vais pas venir avec un capteur pour voir s'il y a encore du formaldéhyde quand je fais un inventaire. Par contre, ce bureau, il est en place depuis plus de 10 ans. A priori, s'il avait du formaldéhyde à dégager, il l'a déjà fait et il n'y a plus grand-chose. Et donc, je ne sais pas, moi, je ne sais pas répondre à cette notion de norme. On peut répondre à une notion de norme pour une poutrelle, oui, ou pour un verre, un vitrage. Euh, il y a des normes qui sont facilement et objectivement identifiables et mesurables. Et évidemment, si on utilise une poutrelle métallique ou on réutilise une poutrelle métallique dans le cadre d'une nouvelle construction ou d'une rénovation et qu'on utilise la poutrelle comme étant un élément structurel, ben, évidemment qu'on a intérêt à la renormer ou à la faire vérifier. Euh, Évidemment. Maintenant, est-ce qu'on doit refaire certifier ou refaire normer une porte ou une cuvette de WC? Pour moi, la question est ouverte. Ceux qui ne veulent, en général, ceux qui n'ont pas envie de faire du réemploi viennent avec ce frein lié à une norme. Et évidemment, à ce moment-là, l'excuse est toute trouvée pour ne pas faire de réemploi. Et c'est très facile. Ça veut juste dire que si on veut faire du réemploi, ben, il faut faire preuve d'un peu plus de bonne volonté et un peu plus de bon sens, je pense. Et on ne pourra pas, je ne pense pas qu'on pourra régler entièrement cette problématique de normes ou de certification, en tout cas pas pour tous les éléments. Mais je peux vous en parler jusqu'à demain si vous voulez. C'est un sujet qui me tient à cœur. Donc je vais m'arrêter, sauf si vous voulez, mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Sylvain, hein, j'espère. Je ne sais pas, peut-être qu'il va mettre dans le chat, mais... Vous avez des dernières questions, c'est le moment. Sinon, on libérera nos intervenants. Bon. Bon, on se dit à bientôt. Toutes les ressources se retrouvent sur le site renversé.eu. J'avais mis la référence tout en début
en début de chat. Je vous le remets sur la fin si vous voulez retrouver les ressources et notamment les replays des 3 webinaires dédiés au réemploi. Super. Et Merci, la fresque de Florie. Solène et les synthèses graphiques de Solène également. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée Bonne soirée. Merci. et à Bonne bientôt. soirée, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.